بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes chers étudiants, nous sommes toujours dans le chapitre 2 consacré aux intégrales triples. Aujourd'hui on va voir la leçon numéro 5. C'est une leçon très importante dans laquelle on va donc étudier et voir ce qu'on appelle le théorème du changement de variable. Théorème de changement de variable. Donc, en quoi consiste ce théorème? Donc, quelle est son utilité? Eh bien, supposons qu'on a une intégrale, donc sur un domaine D, une intégrale triple de la variable x, y, z, qui est difficile à calculer. Donc, on peut, sous certaines conditions, faire un changement de variable et obtenir une nouvelle intégrale de la variable u, v, w, bien sûr, sous certaines conditions, ou, et un nouveau domaine qu'on appelle grand G, par exemple, avec, on espère que la nouvelle intégrale soit facile à calculer. C'est le nouveau domaine G, il sera donc plus facile à maîtriser que l'ancien domaine D. Voilà. Bon, on commence donc notre leçon. Donc le chapitre, c'est le chapitre 2, les intégrales triples. Donc je vous rappelle qu'on a, dans la leçon numéro 1, donc on a défini la notion d'intégrale triple. Dans la leçon numéro 2, donc on a vu le théorème de Fubini, donc qui est un théorème important. Et dans cette leçon, dans la leçon numéro 5, donc on va voir ce qu'on appelle le théorème du changement de variable. Le théorème de changement de variable. Bon, quelles sont les hypothèses de ce théorème? Donc c'est l'objet du théorème 2. Donc qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a donc un domaine D, donc un ensemble D contenu dans R3. Donc c'est un sous-ensemble qui est fermé, borné et connexe. Bon, ce sont des définitions mathématiques, donc assez compliquées. Donc on va les voir de façon simple ici, de façon simple. Infermé, c'est-à-dire qu'on peut infermer, donc ça veut dire que la frontière, elle appartient de façon simple, hein, la frontière appartient à l'ensemble. Un ensemble borné, ça veut dire que je peux le mettre ici on est dans R3, donc dans une sphère ou bien dans un parallélépipède. Et un domaine connexe, ça veut dire que cet ensemble n'est pas la réunion de deux ensembles ouverts et sont disjoints. Par exemple, dans R, les ensembles connexes sont les intervalles. Donc un intervalle, c'est un ensemble connexe. Si vous avez la réunion de deux intervalles disjoints, c'est-à-dire dans l'intérieur, donc intervalle ouvert disjoint, donc ce n'est pas un ensemble connexe. Voilà. Donc, c'est-à-dire les éléments connexes, l'arbia, mutaras, c'est-à-dire les éléments sont donc reliés les uns des autres, on ne peut pas les séparer. Voilà. Et un ensemble régulier, ça veut dire que, comme on l'a vu donc dans notre étude avant, c'est un ensemble tel que, par exemple, dans R2, je peux relier donc toute droite qui traverse donc l'ensemble. Donc, elle va couper notre ensemble au plus en un point, au plus en deux points, pardon, au plus en deux points. Voilà donc en ce qui concerne le domaine. Maintenant, là, je me donne une fonction f définie de mon domaine D à la valeur donc une fonction de trois variables, f de x, y, z, parce que D, c'est un sous-ensemble de R3. Donc je suis dans R3. Donc c'est la fonction f, elle est de la variable, donc je peux l'écrire ici, donc sans provoquer de problème. Donc c'est la fonction, donc ici c'est une fonction de la variable f, c'est une fonction de la variable x. Donc les variables de départ sont x, y, z. Donc mon domaine de démarrage, c'est un domaine dans lequel donc les variables sont x, y et z. X, y et z. Je suppose que ma fonction continue pour que mon intégrale triple après donc existe. Voilà. Donc ce sont les conditions à peu près sur le domaine D, la fonction f. Bon, maintenant on va donc déjà je vais vous dire quel est le but. Le but c'est de donc transformer cette intégrale triple. Donc c'est le même topo, c'est la même نفس التقنية كما في متغير واحد أو متغيرين أو ثلاثة متغيرات. Donc là je vais poser x égale quelque chose, y égale, donc je vais introduire, donc j'ai x, y, z, donc je vais introduire, donc c'est quoi un changement de variable? On va introduire,
on va introduire trois nouvelles variables. Puisque je suis aussi dans R3, donc je vais introduire trois nouvelles variables U, V et W. Donc ici, donc je vais poser X égale phi1 U, V, W. Donc considérons le changement de variable. Et il est défini par trois fonctions et trois nouvelles variables. Donc je pose X ici est égal à phi1 U, V, W. Y est égal à une nouvelle fonction phi2 U, V, W. Et enfin Z est égal à phi3 U, V, W. Donc c'est une généralisation du cas de deux variables. Deux variables, on avait deux fonctions seulement. On avait deux fonctions et on a introduit deux variables. Mais puisqu'on a ici trois variables, donc on doit avoir trois fonctions et trois variables. Avec la fonction phi1, c'est une fonction de R3, donc de trois variables à valeur dans R. Phi2, c'est une fonction à trois variables à valeur dans R. Et phi3, c'est une fonction à trois variables à valeur dans R. Bon. Voilà, je vais effacer ça. Ou bien sûr ici, donc, les variables ici, donc, sont U, V et W. Bon, puisqu'on a ici trois fonctions, phi1, phi2, phi3, donc on obtient à une nouvelle fonction que je note phi, qui est égale à phi de U, V, W, phi la fonction phi. Donc c'est une fonction de un couple, un triplé x, U, V, W ou bien x, U, V, W. Je vais avoir un autre triplé x, y. Bon, je vais l'écrire ici. Donc cette fonction phi, donc qui a donc ici U, V, W, elle va me donner, donc ici, en vérité, donc un couple, donc x, y, un triplé, pardon, y, z. Donc c'est une application, c'est une fonction de R3, l'ensemble des triplés, vers R3, tel que x est égal à phi1 de U, V, W, y est égal à phi2 de U, V, W, et z est égal à phi1 de U, V, W. Donc je peux avoir une fonction de R3 dans R3. Voilà. Ce sont les données, ce sont les premières données de mon théorème. Maintenant, quelles sont les hypothèses sur la fonction phi? On doit, pour effectuer un changement de variable, je dois avoir des hypothèses sur la fonction, c'est-à-dire des hypothèses sur phi1, phi2 et phi3. La première des hypothèses, on va supposer que la fonction, comme dans le cadre de variables, comme dans le cadre d'une variable, on va supposer que mon application phi est une bijection de l'ensemble G dans D. C'est-à-dire que la fonction, je vais dire c'est quoi G. Donc, c'est-à-dire que lorsque je dis une bijection, ça veut dire que l'application phi est inversible. Ça veut dire que la fonction réciproque phi moins 1 existe. De quel ensemble vers quel ensemble? C'est-à-dire, G c'est quoi? Donc, phi c'est une application de G dans mon ensemble D. G c'est quoi? G est l'ensemble défini par D. G c'est quoi? C'est la contre-image, puisque j'ai dit que phi est inversible. C'est phi moins 1 de D. G, c'est la contre-image, c'est-à-dire, c'est quoi G? C'est lorsque je fais l'image de G, j'obtiens D. C'est ça l'ensemble G. Ou bien encore, G, c'est phi moins 1 de l'ensemble D. Puisque j'ai dit que mon application, mon fonction phi est une fonction bijective, donc elle admet un inverse ou bien une fonction réciproque. Lorsque j'applique la fonction réciproque, toutes les images par l'application réciproque phi moins 1, donc l'ensemble que j'obtiens, je le note G. Donc j'ai cette équivalence, D est égal à phi de G, ou bien G est égal à phi moins 1, équivalent à dire que G est égal à phi moins 1 de D. Voilà. Donc il faut la première des hypothèses, dans tous les changements de variables, l'application, ou bien la fonction qui va donc effectuer le changement de variable, cette fonction doit être une application bijective. Doit être une application bijective. Bon, je vais faire un schéma rapidement ici. Donc, rapidement ici. Voilà. Comme ça, on peut voir un peu. Bon, je vais pour ne pas, par exemple ici, je vais mettre que mon ensemble ici, par exemple, voilà. Par exemple. Voilà.
Supposons que ça c'est supposons que ça c'est mon ensemble. Voilà, ça c'est mon ensemble. Supposons que ça. Donc je suis ici dans l'ensemble X, X, Y, Z. X, Y, Z. Donc maintenant je vais dessiner E, c'est l'ensemble ici. Le système d'axe, donc E, E, V, et W, UV et W. Donc, je vais dessiner n'importe quoi, donc à peu près donc, quelque chose comme ça. Donc, bon, je le fais de façon à peu près donc, à peu près donc quelque chose comme ça. Voilà. Je vais poser par exemple. Voilà. Voilà. À peu près, hein, donc ici. Donc ça c'est mon ensemble, ceci, donc ça, je vais l'écrire. Supposons que ça, c'est mon ensemble D. D il se trouve dans les coordonnées X, Y, Z. Donc cet ensemble-là est l'ensemble G. G. Donc c'est quoi G? G, donc ici, c'est donc l'application phi. L'application phi, elle va de l'ensemble G, voilà, comme ça. Ça, c'est l'application phi. Donc, j'ai phi de G, j'ai D ici, D, G, donc ici, phi de G égale D. Et le contraire, donc le contraire, G, voilà, donc le contraire, G, bon, je vais le dessiner aussi, l'application contraire, donc ici, voilà, voilà, G, phi moins 1, ça c'est l'application phi moins 1, phi moins 1 va donc phi, elle va du domaine donc UVW, et l'application phi moins 1, elle va du domaine X, Y, Z. Donc ça c'est donc, j'obtiens ici, G est égal à G, mon ensemble G, c'est un autre solide, qui est égal à phi moins 1, G est égal à, G est égal à phi moins 1, voilà, phi moins 1 de D. Voilà. Donc ce sont schématiquement comment donc agissent les fonctions phi et phi moins 1. Ah, comment agissent les fonctions phi et phi moins 1. Donc phi, elle agit de l'ensemble des coordonnées UVW dans l'ensemble des coordonnées X, Y, Z. Donc l'image, c'est une bijection entre l'ensemble ici G et l'ensemble D. Au contraire, l'application phi moins 1, c'est une, donc, au contraire, aussi c'est une bijection entre l'ensemble D et l'ensemble G. G ici, qui est égal à phi moins 1 de D, et G, D est égal à phi de G. D est égal à phi de G. C'est l'image par l'application phi de l'ensemble G. Voilà. Donc ça, ce sont les conditions sur la fonction avec laquelle دالة اللي ندير بها شونجمون فاريبل لازم تكون دالة تقابلية، une fonction bijective. Une fonction bijective
و G هذا l'ensemble G اللي نتكلم عليه G هو الحقيقة G c'est quoi اللي كاتبه هنا G مادام الدالة هي دالة تقابلية هي لا كونتر ايماج هي لابليكاسيون ريسيبروك تاع والله G هذا وش هو لما نعمل الصورة نتاعو بالابليكاسيون فيه نلقى دي سي دونك سي ليماج دو جي سي تل كو ليماج تاعو تعطيني بالضبط تعطيني لونسومبل دي اللي عندي مسبقا l'ensemble de tous les antécédents تاع دي. Bon, maintenant, la deuxième condition, الشرط الثاني la deuxième condition اللي موجودة في التhéorème هي l'existence. Bon, قد عندي fonction عندي j'ai combien de fonctions phi 1 phi 2 phi 3 وكل chacune de ces fonctions donc c'est une fonction de trois variables u, v, w. Combien donc je peux construire de dérivés partiels par rapport à U, par rapport à V, par rapport à W. Donc, on dit 9 dérivés partiels. J'ai 9 dérivés partiels. Donc, je prends la première, phi 1. Donc, je peux la dériver par rapport à U, je peux la dériver par rapport à V, et je peux calculer sa dérive partielle par rapport à W. Donc, la première, d rond phi 1 par rapport à U, d rond phi 1 par rapport à V, et d rond phi 1 par rapport à W. La deuxième, la même chose. D rond phi 2 par rapport à U, d rond phi 2 par rapport à V, d rond phi 2 par rapport à W, ici W. Et maintenant la troisième fonction aussi, d rond phi 3 par rapport à U, d rond phi 3 par rapport à V, et d rond phi 3 par rapport à... Il faut que toutes ces dérivées partielles existent. Qu'en fonction, elles sont toutes des fonctions de trois variables. Ces fonctions sont des fonctions de trois variables. Les dérivées partielles, les fonctions dérivées partielles sont des fonctions de la variable U, V et W, chacune d'elles. Il faut non seulement qu'elle existe, mais aussi qu'elle soit donc continue sur le domaine, sur l'ensemble, parce qu'elles sont définies sur G. Phi à la J de G vers D. Donc ce sont des fonctions, les dérivées partielles, il faut qu'elles existent sur G, sur l'ensemble G, et aussi il faut qu'en fonction de trois variables, il faut qu'elles soient continues sur l'ensemble G. Ce sont les hypothèses sur la fonction, sur le domaine D, sur la fonction en fait. Donc je répète, 1, il faut que ce soit une bisection. 2, il faut que toutes les dérivées partielles d'ordre 1 par rapport à U, V, W, des trois fonctions, phi 1, phi 2 et phi 3, il faut qu'elles soient, donc qu'elles existent et qu'elles soient continues sur l'ensemble G. Voilà. Si on a ces conditions, c'est-à-dire si ces conditions sont réunies, alors on obtient conclusion, on a. Donc dans ce cas, on peut donc avoir une expression de mon intégrale triple. Alors, l'intégrale triple sur D de f de x, y, z, dx, dy est égal à, premièrement, donc, dans la nouvelle intégrale, il faut bien voir, dans la nouvelle intégrale, j'ai les nouvelles variables U, V et W. Donc, mon domaine sur lequel j'intègre, c'est le domaine G, c'est pas D. J'intègre, donc, lorsque j'effectue en pesant x égale, y égale, x égale phi 1 de UVW, y égale phi 2 de UVW, z est égal à phi 3 de UVW. Donc la nouvelle fonction, je vais avoir une fonction f de, c'était x ici, f de phi 1 UVW, phi 2 UVW, phi 3 UVW. Donc le résultat ici, qu'est-ce que j'ai? Cette fonction composée, ce sera une fonction de trois variables U, V et W. Ce sera une fonction de trois variables U, V et W. Voilà. Donc, puisque je suis dans un nouveau domaine, donc U, V, W, donc l'intégration, elle va se faire sur l'ensemble G, l'ensemble des variables U, V, W. Donc la nouvelle intégrale, je vais l'intégrer sur G qui est égal à phi moins 1, donc c'est cette phi moins 1 de D, phi moins 1 de l'ensemble D. Je prends D et j'applique la fonction phi moins 1, j'obtiens l'ensemble G. Voilà, c'est G. Bon, c'est pas multiplié par, c'est pas DU, DV, W, c'est tout. Non, je dois multiplier par, voilà, c'est le coefficient qui rentre en jeu. C'est un nouveau coefficient, donc je vais le souligner ici. Voilà, ce coefficient-là, il est important. Multiplié par la valeur absolue du jacobien de U, V, W. Maintenant, j'ai jacobien donc de trois variables. C'est quoi le jacobien de trois variables? Ou, donc ce jacobien, c'est cette expression-là. Donc je vais en encadrer encore. C'est simple, c'est comme le cas d'une. Donc,
je prends donc ici, je calcule les dérivées partielles des rangs phi 1 par rapport à U. La première fonction, la première colonne, je vais calculer les dérivées partielles par rapport à U, par rapport à V, par rapport à W de la fonction phi 1. La deuxième colonne, ce sont les dérivées partielles de la même fonction phi 2 par rapport à U, par rapport à V, par rapport à W. La troisième colonne, ce sont les dérivées partielles de la troisième fonction phi 3 par rapport à U, par rapport à V, par rapport à W. Donc j'obtiens une matrice. Combien une matrice? Donc 3, 3, c'est une matrice, 3, 3. Et donc un déterminant d'ordre 3. C'est un déterminant d'ordre 3. Bon, ça c'est un nombre réel. Lorsque je fixe UV donc, au point, donc je vais les calculer, donc ici au point, pardon. Donc je vais calculer mon déterminant, donc au point U, V, W. Voilà. Donc lorsque c'est un déterminant, donc je vais avoir un nombre réel. Donc ici c'est un déterminant qui dépend de U, V, W. U, V et W. Donc vous allez avoir ici une fonction, trois variables U, V, W, et vous allez l'intégrer dans le domaine G avec la variable, donc DU, DV, W. Voilà, donc comment on calcule ce déterminant? Donc ça c'est un problème d'algèbre. Donc je vais tout à l'heure vous montrer comment on calcule un déterminant d'ordre 3. On a vu comment on calcule un déterminant d'ordre 2. Maintenant, s'il s'agit d'un déterminant d'ordre 3, donc c'est facile, vous allez voir. Donc le calcul il est très simple. Donc je vais le faire donc, après la fin de ce théorème. Bon, quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? Mais il y a le fait d'un théorème sur une variable. Bien sûr, lorsque j'obtiens cette nouvelle intégrale, lorsque j'obtiens cette nouvelle intégrale, supposons que cette intégrale, j'ai un domaine qui est difficile, donc je ne peux pas donc, le décomposer, etc., etc. Donc, j'espère que lorsque j'effectue mon changement de variable, premièrement, mon domaine G, il est plus facile à voir plutôt, à bien manipuler. Par exemple, la fois dernière, on avait au début, on avait je pense, l'intérieur d'un cercle, un disque, et lorsqu'on a fait le changement de variable, on a obtenu un rectangle. Donc il est plus facile de calculer la surface d'un rectangle que la surface d'un cercle, par exemple. C'est plus facile. La même chose, supposons que j'ai un domaine qui est difficile donc, à cerner ici, D. Donc lorsque je fais le changement de variable, j'espère أتمنى هذا واش معناه بلي عندي un changement de variable ناجح, un changement de variable qui est utile, فيه الفايدة. لما الدومين جي هذا الجديد اللي نتحصل عليه اون ايفيكتيون شغل يكون ان دومين سامبل, يكون دومين بسيط نقدر نخدم فيه, نقدر نكالكولي فيه الانتجرال تريب. وبيان سور لا فونكسيون هذه لما كي نكالكولها تكون اوسي سامبل ا مانيبيولي, ما تكونش فونكسيون صعيبه. سينو اذا كان درت ان شونجمون فاريابل والشونجمون فاريابل ينقل لي من نقله من انتجرال صعيبه, ان دومين صعيب, vers une intégrale difficile avec un domaine جديد G qui est difficile aussi, donc domaine changement de variable ما في حتى فين. Donc c'est pas la peine ديرو changement de variable. درت donc تعبت روحي بدون فائده. Bon, maintenant je vais vous dire هذا c'est un déterminant d'ordre 3. L'algèbre donc في première année on a calculé les déterminants d'ordre 3, mais اللي نسى, celui qui a oublié comment calculer un déterminant d'ordre 3, donc نمد لكم un exemple donc تشوفوه pour vous montrer comment calculer un déterminant d'ordre 3. Voilà. Donc je vais écrire ici. Comment? Donc je vais écrire ici. Bon, ici, donc ce sera un petit titre ici. C'est un supplément. Comment calculer un déterminant d'ordre 3. Voilà. Donc c'est un titre, donc je vais expliquer. Voilà comment. Je vais le souligner ici pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Très bien. Ça ne marche pas ici. Voilà. Supposons que j'ai un calcul simple ici, donc calculant ce déterminant. Donc je vais écrire, voilà, comme ça, un déterminant
d'ordre 3. Donc, on voulait que j'écrive donc ici les déterminants. Donc, c'est déterminant, je l'écris A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, donc un déterminant d'ordre 3, donc il s'écrit sous cette forme-là. Donc comment je fais le calcul? C'est simple ici, dans l'algèbre. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de calcul de ce déterminant. Donc vous avez plusieurs choix de calculer ce déterminant. Donc le choix, comment il se fait? Donc je vais ramener, on ramène toujours le calcul d'un déterminant d'ordre n à un calcul de déterminant d'ordre n-1. Donc n-1. C'est-à-dire le calcul de ce déterminant d'ordre 3 revient au calcul de 3 déterminants d'ordre 2. Et je sais comment calculer des déterminants d'ordre 2. Comment je fais? Donc je développe, je prends ou bien une ligne ou bien une colonne. Je peux prendre, je développe suivant cette ligne, ou bien suivant cette ligne, ou bien suivant cette ligne, comme je veux. Ou bien suivant cette colonne, ou bien suivant cette colonne, ou bien suivant cette colonne. Le calcul me donne le même résultat. Mais en général, si vous avez par exemple ici 2 zéros, il vaut mieux donc prendre cette colonne, parce que vous allez voir, les zéros, ils vont simplifier les calculs. Bon, donc j'ai le choix, j'ai vraiment le choix. On trouve toujours le même, dans l'algèbre, on démontre qu'on trouve le même résultat. Bon, supposons que moi, je vais choisir cette, je vais développer suivant cette ligne. Comment je fais? Donc, ce déterminé est égal à quoi? Je prends, je prends le premier élément. C'est quoi ça? C'est le nombre de lignes. C'est le premier, ici, c'est la première ligne et la première colonne. Première ligne, première colonne. Donc, je vais écrire moins 1. Moins 1, c'est moins 1 à la puissance première ligne, je vais écrire ça, I plus J. Où I, c'est la ième ligne, J est la jième colonne. Donc ici, j'ai la première ligne, je lui ajoute le numéro de la colonne. Puisque si j'ai la première ligne et la première colonne, donc c'est moins 1 à la puissance I1 plus 1, c'est-à-dire c'est 1. Multiplié par ce terme-là, A. Il faut faire attention, donc, le signe, il faut toujours l'écrire. Et je le multiplie par quoi? Par, regardez ce que je fais ici. J'ai choisi la première ligne. J'ai choisi le premier élément. Donc, je vais enlever, ici, voilà. Je vais donc enlever la colonne dans laquelle se trouve cet élément-là. Et j'enlève la colonne dans laquelle se trouve cet élément. J'ai commencé par cet élément. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc le déterminant qui me reste, c'est E. Je vais écrire donc le déterminant qui reste. C'est E, F, H, I. Voilà. Ça, c'est le premier élément de la somme. Vous savez bien que ce déterminant, il est simple à calculer, donc c'est égal à EI moins H multiplié par F. Donc ça, c'est déterminant d'ordre 2, il est facile à calculer, c'est égal à E multiplié par I, multiplié par H multiplié par F, moins H multiplié par F. C'est simple. Bon, le deuxième élément, puisque j'ai choisi la première ligne, j'ai choisi de faire le développement suivant la première ligne. Donc le deuxième élément qui vient en jeu, c'est quoi? C'est celui-là. Donc, c'est bon, j'ai fini avec ça. Donc, j'ai choisi cette ligne. Donc, le deuxième, c'est B. B, donc, j'écris la même chose. J'écris plus, donc moins 1, la même chose, toujours moins 1. Numéro de la ligne plus numéro de la colonne. Ici, c'est la première ligne, donc c'est 1. Mais numéro de la colonne, c'est la deuxième colonne, plus 2. Donc moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça c'est 3. Donc c'est moins. Donc le résultat, ce sera, donc ici, tout ça, ce sera moins. Ce sera moins.
multiplié par l'élément B. Voilà, B. Et lorsque j'ai choisi, donc ici, j'ai choisi l'élément B. Donc je vais enlever l'élément, la colonne qui se trouve dans la case B, dans la colonne B, et bien sûr la ligne qui se trouve aussi dans la case B. Qu'est-ce qu'il me reste comme déterminant? Il me reste DG, donc je vais l'écrire. J'ai enlevé ça et ça. Qu'est-ce qu'il me reste? D, DG, donc c'est l'élément D, j'enlève ça et j'enlève ça. Il me reste DG, DG et FI. Donc, FI. J'ai terminé avec la deuxième ligne et maintenant il me reste la troisième colonne. La troisième colonne. Donc ceci, donc la troisième colonne. Donc je vais écrire ici plus. Donc la même chose, moins 1 à la puissance. C'est quelle ligne ici? C'est la première ligne. Donc 1 plus, c'est quelle colonne? La troisième colonne. Plus la troisième colonne. Multiplié par l'élément C. Multiplié par le déterminant. Donc, quel déterminant il reste? Vous allez voir. Le déterminant qui reste, c'est... Donc je vais enlever quelle ligne et quelle colonne. Donc ici, je vais enlever. Donc je suis à l'élément C. Donc j'enlève cette colonne et cette ligne. Qu'est-ce qui reste comme déterminant? C'est DE, GH. DE, pardon, DE, G, H. Bien sûr, ici, cet élément est égal à quoi? Moins 1 à la puissance 4, c'est-à-dire plus, c'est plus 1 ici. En vérité, j'obtiens moins 1 à la puissance ici, j'ai là aussi cet élément est égal à quoi? Est égal à plus 1. Et celui-là est égal à, donc celui-là est égal à moins 1. Finalement, le résultat, donc ce détail est égal à quoi? Est égal à, donc plus 1, A, multiplié par, donc ce déterminant est égal à EI, moins FH. Ici j'ai moins B, multiplié par DI, moins FG. Plus 1 maintenant, plus l'élément C, multiplié par DH, multiplié par GE. J'ai ABC, donc le dernier, donc GE, voilà, G, moins GE. Et voilà donc l'expression de mon déterminant. Bon, faisons donc un petit calcul, donc si vous voulez bien, donc je vais faire ici. Bon, on va faire un petit exemple numérique pour bien illustrer donc ce calcul-là. Donc un petit exemple numérique pour bien donc illustrer ces calculs. Donc je vais faire, on va essayer de faire le calcul. Donc on va calculer le déterminant par exemple ici. Simple. Je vais mettre ici. Donc, si vous voulez bien. Bon, le déterminant. Allez, on va donner quelques chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2 et 1. Voilà. On va effectuer donc le calcul de ce d'après les calculs qu'on a. Égal. Donc je vais développer suivant cette ligne. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc le premier élément. Donc ici, en général, donc il faut voir ici, donc
j'ai fait les calculs. Moins 1 à la puissance i plus j. Donc j'obtiens ici plus. Après ici, moins. Il y a ici plus. Si vous développez suivant, moins 1 à la puissance, donc ici plus, moins, plus. Et après, en bas, plus, vous allez avoir ici moins et plus. La même chose, vous avez moins, plus, moins. Donc chaque fois, donc vous allez avoir, donc j'ai fait donc moins 1 à la première ligne, première colonne, donc vous allez avoir i plus j est égal à 2, donc moins 1 à la puissance. Ici, vous allez avoir donc moins 1 à la puissance i plus j, donc i égale 1, j égale 2, donc 1 plus 2 égale 3, donc vous avez moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Ici, vous avez moins 1 à la puissance i plus j, c'est-à-dire première ligne et troisième colonne, donc c'est 1 plus 3, 4, donc vous allez avoir, par exemple, vous prenez celui-là c'est quoi? C'est la deuxième ligne et la troisième colonne, donc 2 plus 3, 5, donc vous allez avoir moins, ici le moins. Voilà, donc je vais développer suivant cette ligne. Donc j'obtiens plus 1 multiplié par quel déterminant? Qu'est-ce qu'il me reste? Le déterminant qui me reste. Donc je vais enlever cette ligne et cette colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 5, 2, 2, 1. 5, il me reste 5, 2, 2, 1. Voilà. Après, donc moins 2, moins l'élément 2 multiplié par le déterminant, moins 2, donc c'est le moins, donc j'obtiens ici moins 2 multiplié par, donc je fais comme ça, j'enlève cette ligne, j'enlève cette colonne. J'obtiens, qu'est-ce qui me 4, 2, 1, 1. 4, 2, 1, 1. Et enfin, le troisième, c'est plus l'élément 3 multiplié par. Donc j'enlève cette colonne et cette ligne, il me reste 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1, 2. Et je fais le calcul. Ceci est égal, donc 1, 5 fois 1, 5 moins 5, moins 4. Donc j'obtiens 5 moins 4. Donc j'obtiens c'est 1. Moins 2, multiplié par 4, moins 2. Moins 2 multiplié par 4, moins 2. Donc c'est 2. Plus 3, multiplié par 4 fois 2, 8, moins 5. 8, moins 5, c'est 3. Et je fais le calcul. Donc ceci est égal à. Donc c'est 1 moins 4, plus 9. Donc 9 et 1, 10. 10 moins 4 égale 6. Donc finalement, notre déterminant, donc ce déterminant-là, donc 1, que j'écris, donc je vais le réécrire. Donc finalement, conclusion, ce déterminant-là. Je vous laisse comme exercice le développer suivant cette ligne, essayez de développer suivant cette colonne, ou bien cette colonne, ou bien cette colonne, ou bien cette ligne, ou bien cette ligne. Vous allez trouver le même résultat. Donc 1, donc je vais l'écrire. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1. Donc ce déterminant, il est égal à, donc il est égal à 6. Donc je vais l'encadrer pour ce déterminant est égal à 6. Bon, ce sera tout pour cette leçon. Donc la prochaine leçon, donc on va essayer donc d'appliquer ce théorème de changement de variable. Donc là, dans la leçon numéro 6, on va voir donc à travers des exemples, un premier exemple, donc comment on applique ce théorème de changement de variable. Donc on va donner des intégrales donc concrètes. Donc on va voir surtout une application premièrement donc on va voir un cas particulier de changement de variable, ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques.